Salut à tous, épisode 4 avec les Dallas Mavericks. Je suis toujours sur l'ère Curry, donc ça veut dire qu'on a Steph Curry, ça veut dire qu'on démarre en octobre 2016. Voilà, ici on va se retrouver un petit peu avancé. On a déjà joué 2 saisons, notamment la deuxième a été très bonne, dominée par les Nuggets à l'ouest, mais où on prend quand même 53 victoires avec Dallas. Donc c'était plutôt une très bonne saison pour nous. Et on s'est donc trouvé en playoff. Vous voyez, les Spurs sont battus jusqu'au bout. Ça a été difficile. Ils ont failli rater les playoffs, malgré LaMarcus Aldridge et Kawhi Leonard. Et après, en bas, la pire équipe, entre guillemets, cette année, c'était les Clippers, qui ont terminé quand même avec 28 victoires. Donc, c'est pas non plus à hauteur de d'autres équipes à l'Est qui étaient pires. On s'est retrouvé ensuite sur un tour difficile face aux Rockets de James Harden, et on a eu beau se battre, tenter plus, eh bien finalement on a été terrassé et on perd 4-2 cette série. Donc voilà, défaite en playoff au premier tour sur la deuxième saison, avec un grand Clint Capella ici et aussi sur d'autres situations. On a bien souffert. Denver, Minnesota en demi, Golden State, Houston, l'autre demi-finale. Et finalement, qu'est-ce que ça a donné? Ça donne une finale de conf entre les Nuggets et les Rockets. Et de l'autre côté, c'était très serré. Cleveland a failli vaciller, mais a quand même réussi à taper les Sixers. De la même manière, Boston s'est défait d'Indiana. Et c'est comme ça qu'ensuite, on est allé vers une finale Nuggets-Cavs. Et cette finale, elle nous a apporté une troisième bague consécutive pour LeBron James. Voilà, avec encore une victoire pour les Cavs qui, je spoil, vont exploser à l'été 2018. C'est-à-dire qu'en fait, LeBron va partir, etc. Kyrie Irving aussi. Et donc, c'est la fin des Cavs tels qu'on les a connus à ce moment-là, dans cette partie. Au niveau des retraites de joueurs, j'en ai un que je surveille particulièrement, c'est Dirk Nowitzki, 40 ans. J'aimerais beaucoup qu'il aille jusqu'à 41 ans et qu'il fasse une 21e saison. Je lui demande donc de rester. Et après, on avait rebasculé vers la loterie très très rapidement. Et à la loterie, honnêtement, on avait un bel espoir avec le tour des Clippers, le choix des Clippers. Et cet espoir, il va être un petit peu mis en péril par le résultat. C'est-à-dire qu'on était 4e prévisionnel. Pistons méritent largement leur première place au vu de leur saison catastrophique, mais au final n'hériteront pas de mieux que la 4e. Nous, on est 5e choix, et c'est Orlando qui gagne la loterie avec le pick numéro 1. Donc là, je commence à avoir chaud aux fesses, parce que même si on pourrait jouer clairement autrement qu'en allant chercher Luka Doncic, c'est sûr, c'est bien vrai ça. Mais bon, moi je me suis fixé cet objectif. Voilà, je me suis fixé d'aller chercher Luka, en tout cas si c'est possible. Puis après, il y a un phénomène intéressant du jeu qui fait que si, juste après la loterie, on essaye d'aller comme ça monter pour la draft, c'est-à-dire aller chercher un choix mieux placé, mais en fait, on peut offrir de beaux assets, de belles contreparties, et pour autant, on se retrouve en échec, et Orlando ne veut pas parler. À ce moment-là, je vous ai laissé là-dessus, et puis après, forcément, je suis allé vers la draft, parce que j'avais encore bon espoir que les choses évoluent le soir même de la draft. Donc, c'est parti. Là maintenant, on rentre dans le vif du sujet, après avoir remis les choses en situation. Été 2018, la draft arrive, et on va essayer de tout faire pour arriver à choper Luka Doncic. Ce serait sympa de l'associer avec Jason Tatum. Qui va choisir le Orlando Magic? Je vous le donne en 1000. Orlando draft Luka Doncic. Aïe aïe aïe. Ça, c'est pas bon pour nous. Luka drafté par Orlando. Après, en deuxième choix, les Knicks vont choisir Trae Young. Très bien.
avec Donovan Mitchell, ça va leur faire une jolie paire de rookies à eux aussi. Marvin Bagley pour les Pacers qui avaient le choix numéro 3, il venait de Phoenix en fait, hein, celui-là. Mais il n'était pas protégé. Jaren Jackson, très très gros joueur aux Pistons. Et là, je me retrouve dos au mur avec mon 5e choix pour essayer de trouver une solution. Alors, en fait, je savais, j'avais déjà annoncé qu'il y avait des éléments que j'étais prêt à sacrifier. Des tours de draft, que ce soit par exemple, évidemment mettre dans la balance le choix numéro 5 de 2018, mettre éventuellement d'autres choix dans la balance, c'est une possibilité. En tout cas, ils acceptent de négocier. Et donc, je regarde, je me penche sur Rudy Gay. Je ne sais pas si c'est exactement ce dont on a besoin à ce stade-là, Rudy Gay, mais ce qui est clair, c'est que j'avais malheureusement pour lui une belle option en tête, c'était peut-être de sacrifier Dion Waiters, qui pour autant n'aura jamais déçu. Hein. Il n'aura jamais déçu. Mais quelques minutes plus tard, on finit quand même par trouver l'ouverture. Et on finit par mettre en place un trade qui quasiment fonctionne. Regardez, il y a juste Brandon Jennings dont je ne souhaite pas faire l'acquisition. Donc on va essayer de l'éliminer du trade. Ça se joue maintenant sur des deuxièmes tours pour compléter le trade et pour ajuster les choses. Et on va tomber d'accord comme ça. Choix numéro 5 2018 plus Dion Waiters contre Luka Doncic et 2 deuxièmes tours. Le prix peut paraître faible. Mais après, si comme moi vous avez souvenir de la draft 2018, dans la réalité, eh ben vous savez comme moi que à ce moment-là, qui est-ce qui croyait réellement en Doncic? D'ailleurs, le Magic prend DeAndre Ayton, qui avait été choix numéro 1 à l'époque. Hein, donc, moi j'insiste bien, peut-être naïveté du jeu en apparence, et en réalité, moi je le pense pas tant que ça. Tiens, Shai qui va aux Sixers, alors que le Thunder a pris un régène, entre guillemets, hein, quelqu'un qui est pas un vrai joueur existant. Wendell Carter à New Orleans pour aller jouer aux côtés d'Anthony Davis. Mo Bamba à Charlotte. Ok, mais ça va bouger un peu tout ça après. On le verra peut-être pendant la saison. Tout le monde n'est pas resté exactement à son endroit parce qu'il y a eu des trades par la suite. Tiens, Mikal Bridges aussi rejoint les Sixers, bonne pioche. Et voilà, donc c'est ainsi que cette draft finalement nous permet d'aller sauver le soldat Doncic et le ramener à Dallas, alors qu'il était parti pour se perdre du côté du Orlando Magic. Alors pourquoi, voilà, je pense que tout ça est très très fair, si je peux dire. C'est parce que, encore une fois, Luka Doncic, peu de gens y croyaient. Il y a 4 franchises qui ont choisi quelqu'un d'autre que Luka Doncic à la draft 2018 IRL. Donc, qu'Orlando puisse avoir au final une petite hésitation, contente de récupérer un joueur comme Waiters et surtout l'opportunité d'aller drafter le pivot majeur de cette draft 2018, DeAndre Ayton, pourquoi pas. Même s'il n'a pas donné satisfaction par la suite, nous le savons, mais DeAndre Ayton, c'était quand même le premier choix et il était indiscutable dans l'esprit de beaucoup à ce moment-là qu'il fallait prendre DeAndre Ayton du côté de Phoenix. Voilà, donc vous avez un petit résumé de tout cela ici. Le top 10, on a quand même globalement parlé. Et puis après, sur les choix suivants, on verra que Michael Porter a été un joli choix des Trailblazers et qu'ensuite Robert Williams, par exemple, se retrouve aux Lakers, Mitchell Robinson aux Bucks, Kevin Knox aux Grizzlies. Il a un peu plongé, Kevin Knox. Il n'a jamais réellement confirmé, je dirais. Pour ce qui est de Lonnie Walker, il est aux Warriors. Fin de premier tour. C'est assez raccord avec ce qui s'était passé. Et donc, on a la grande joie d'accueillir à Dallas Luka Doncic
qui évidemment se présente comme un drôle de joueur en devenir. Est-ce que tout cela fonctionnera comme ce que nous savons ou pas? Ça, c'est tout l'enjeu un petit peu de cette partie, entre autres. Est-ce que l'association avec Jason Tatum va être prodigieuse? Je le pense, a priori. Et puis donc, je vais rester avec mon roster, en fait. Voilà, j'étais très désireux de poursuivre l'aventure avec un maximum de joueurs déjà présents. Donc, soit Derrick Rose, soit Terrence Ross, ou les Isaac ainsi que Adebayo, bien évidemment. Dirk Nowitzki, on a fait ce qu'il fallait pour le garder, a priori. Et je garde mes vieux Bogut et Roy Hibbert avec plaisir. Voilà, donc on mise beaucoup sur Adebayo pour l'intérieur de notre raquette. Et c'est comme ça qu'on arrive très naturellement aux options équipe. Là, il y a un premier bug du jeu. Option équipe, moi je peux activer les miennes, il n'y a pas de problème. Mais le jeu a tendance à ne pas activer les options, même celles de Nikola Jokic par exemple. Donc quand même, je parle d'options de contrat rookie, donc là c'est indiscutable. Donc j'ai dû prendre le contrôle de tout le monde et sauver toutes les options des joueurs très intéressants pour que ma partie soit pas fichue en l'air par une anarchie provoquée par la non-activation des options. Et en revanche, par rapport à ce qui va être sur le marché, il y a LeBron James, il y a Russ Westbrook, etc. Il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer avec des re-signatures, mais aussi des mouvements. Nous, on n'a pas de qualifying offer à proposer. Donc pour cette année, peut-être l'année suivante, ou surtout 2 ans plus tard, ça c'est certain, où il y aura des qualifying, à moins que je prolonge à l'avance. Et c'est comme ça que la free agency s'est passée relativement, allez, on va dire calmement pour les Dallas Mavericks. Il reste à ce stade beaucoup de régène. Et LeBron James est un nouveau joueur des Lakers. Westbrook a prolongé, Paul George a prolongé également, Isaiah Thomas également. Prolongation pour Jojo Embiid, Carmelo Anthony, Gary Harris, Clint Capella, Zach LaVine, Aaron Gordon, T.J. Warren. Voilà, ça a pas mal prolongé du côté des joueurs majeurs. J'aime bien la stabilité dans la ligue. J'aurais été un petit peu mécontent que ça parte en sucette. Et là, au moment d'arriver à la progression des joueurs, on s'interroge et on s'aperçoit que, waouh, quelle progression fantastique pour tout un tas de nos meilleurs joueurs. Donc si je le fais par plus jeune, plus vieux, ou etc., ou poste plutôt, comme on a là sous les yeux. Derrick Rose a un peu perdu, Gary Payton a un petit peu gagné, Malik Monk a pris plus 4, Tatum plus 6, c'est énorme. Isaac plus 5, c'est pas mal non plus. On notera que Finney-Smith devient un vrai bon joueur costaud, un 3&D, comme on veut. Donc pour Dorian Finney-Smith, c'est excellent. Ross demeure un joueur très intéressant sorti de banc ou pas, il faudra réfléchir aux 5 utilisés. Les 2 vieux pivots malheureusement ont régressé et Adebayo s'est pris un plus 5. Donc j'envisage à ce moment-là très très sereinement la suite. Je me dis que je suis blindé avec ce beau roster. On va compléter juste parce qu'on n'est pas assez nombreux. Je veux aller à 14 joueurs, donc je vais aller comme ça choisir de recruter après les évolutions. Comme ça au moins on sait où ils en sont réellement. Aaron Aflalo et Sean Livingston que les Warriors n'ont pas prolongé. À chaque fois je fais du 1+1 avec option équipe. Un salaire à la hauteur de ce que le gars demande, puisque de toute façon ce sont des vétérans et ils vont se contenter de peu. Ça c'est encore dans la logique du jeu et de la NBA surtout. Et au moment de passer à la saison suivante, deuxième bug, et là celui-là il est assez fort. Très très gros bug. J'ai rechargé, j'ai vérifié, ça a fonctionné comme ça à chaque fois. Donc il n'y a rien à faire en fait. Dirk Nowitzki, je le prolonge parce que c'est Dirk Nowitzki et que on peut lui offrir un contrat même s'il prend sa retraite en fin d'année suivante, mais très très symboliquement je prolonge son contrat et puis ce qui va se produire, donc voilà, en plus il accepte de négocier pour un salaire
qui est extrêmement intéressant. Ce qui va se passer, c'est que Dirk Nowitzki va disparaître. Voilà. Au passage, vers la saison suivante, donc vers l'équivalent de la fin août, parce qu'on me bloque au niveau du passage, on me dit, il te manque un joueur. Dirk Nowitzki va tout simplement être... il va disparaître, je sais pas où il est. Je suis allé voir dans les staffs, il y est pas. Je suis allé voir dans les joueurs libres, il y est pas. Et il disparaît comme ça, tel Cendrillon à minuit. Il disparaît tout bonnement. Et c'est un peu dommage, j'avoue. Donc il avait une obsolescence programmée à la fin de l'été 2018, le Dirk. Mais c'est un peu dommage parce que en fait, ça va me mettre moi dans la panade. En termes de rotation, en termes de profondeur d'effectifs. Alors on va bien sûr caster la vraie classe de draft 2019 et s'apercevoir, voilà, quelques instants plus tard qu'il faut ajuster l'effectif, c'est ce que je vous disais. Nous n'avons pas 14 joueurs, et là, pourquoi on n'a pas 14 joueurs? Là, on nous rebascule directement sur la possibilité de recruter un free agent, mais surtout, pourquoi est-ce qu'on n'a plus Dirk? Ça, je peux pas vous l'expliquer. Voilà, il devrait être ici entre T-Ross et Bam, et il y est pas. Donc, disparition quand même assez importante pour Dirk Nowitzki. Bon, j'ai un peu réfléchi et j'ai accepté l'idée. De toute façon, qu'est-ce que j'avais comme autre choix? Et il va falloir se débrouiller sans Nowitzki. Après, pour le storytelling du truc, on pourrait tout simplement se dire que, en définitive, Dirk ne sentait plus, il avait trop de douleurs et c'était devenu trop difficile pour lui d'assumer un rythme NBA. Le corps était fatigué et il restera pour toujours une légende des Mavs. Mais c'est nul parce que du coup, il n'a pas son maillot retiré. J'espère que peut-être en juillet prochain, ça sera le cas, mais voilà. Donc je suis allé chercher Josh Smith, joueur de bout de banc, juste pour être 14 joueurs et parce que au niveau des joueurs disponibles, il n'y avait plus grand-chose. Donc, c'est comme ça qu'on aborde la 3e saison, en misant très très fort sur les joueurs déjà présents, parce que au final, je me retrouve quand même un peu démuni. Je vous dis, profondeur de banc. En plus, c'est dommage parce que Nowitzki, en fait, j'envisageais de lui donner des minutes au poste 5 sur cette dernière saison pour lui. Et parce que je voyais bien venir la chute au niveau physique de Roy Hibbert et de Andrew Bogut. Et c'est comme ça qu'en fait on va se retrouver malheureusement à devoir faire 100. Voilà, donc grosse déstabilisation au moment où le marché est terminé et où on se retrouve un peu le bec dans l'eau, je le dirais comme ça. On s'est bien fait avoir. Et bon, passer la déception, ça n'empêche, il y a un beau roster et on va faire ce qu'il faut pour quand même être très fort sur cette 3e saison. Je mets en place une première rotation avancée avec Derrick Rose dans le 5, à côté Doncic et Tatum, avec un mot d'ordre, c'est il faut toujours que sur le parquet, peut-être à l'exception des 3 premières minutes du 4e quart-temps, mais il faut toujours sur le parquet soit Doncic, soit Tatum, soit les deux. Et je pense qu'évidemment, chaque fois que j'aurai la manette en main, j'aurai tendance à beaucoup les utiliser en porteur de balle. Voilà. Après, pour le reste, on n'est pas si mal. Voilà, je démarre donc. Même Tatum, il joue les 3 premières minutes du quart-temps, donc du 4e. Donc voilà, il y a toujours l'un ou l'autre sur le terrain. Et j'espère ainsi pallier à l'absence de Dirk, qui était une belle ressource offensive par moment. Et autre réflexion, on se retrouve avec des minutes un peu bancales. Voilà, ce que je mets en place à ce moment-là ne me satisfait pas du tout. Je considère qu'il y a un déséquilibre sur le plan, on va dire, de la richesse de l'effectif sur le parquet à chaque moment, quoi. Et je vois pas vraiment de solution à ce stade, donc je vais devoir tâtonner. Je pense pas donner des minutes a priori à Livingston ou à Flalo. Ça me paraît pas être un choix très très judicieux.
Et peut-être qu'on y sera obligé. Pourquoi? Parce qu'on manque cruellement de profondeur. Donc là, en fait, voilà, ça me gêne. J'ai un effectif qui manque de profondeur. On va jouer plutôt en pick and roll en attaque. On va ajuster quelques petites options de coach. Focus défensif, aucune préférence. Et on va maintenant demander de jouer physique en défense. Donc petite évolution dans le style de jeu. Il y a également la question des stratégies, en tout cas de la philosophie, je dirais, de jeu. Et l'équilibré n'est qu'à 2 étoiles et demie. Et on s'aperçoit en défilant que le jeu au périmètre, donc c'est plutôt intéressant ça, va avec Doncic notamment, hein, va être peut-être l'option sur laquelle on va aller désormais. Donc petit changement de philosophie de jeu. Rick Carlisle est conciliant, il va accepter tout ça, bien sûr. Et c'est comme ça qu'il faut commencer à aller se tester sur un premier match. Et le premier match de cette ère de la saison 3, c'est face aux Lakers. On passe donc a priori à un vrai premier test d'entrée, alors que certains des matchs suivants quand même sont contre des équipes en reconstruction et donc s'annoncent un peu plus facile. Donc les Lakers du tout frais arrivant LeBron James, ils ont également Jrue Holiday, puis après ils ont les joueurs qu'on connaît, qu'on a connus, hein, les Julius Randle, Brandon Ingram en sortie de banc, en l'occurrence avec la présence de LeBron James, qui joue au poste 3, et évidemment D'Angelo Russell, même Lou Will en sortie de banc. Allez, très bon premier ballon volé, contre-attaque, hop, Isaac qui dunk. Nous on joue un peu sur la mobilité, hein, pour ces joueurs-là. Allez, zut, Luka Doncic a raté son premier shoot. Il va pas tarder, regardez, à se rassurer et à en mettre un. Et puis, ce match est assez équilibré. On se fait un peu manger dedans quand il y a des mismatchs comme celle-ci où Derrick Rose ne peut pas défendre sur Randle. Après, on a quand même une bonne défense, je dirais, par rapport aux joueurs extérieurs. Voilà, de manière générale, on n'est pas si mal. Voilà, bien joué Luka, qui vient jouer tout en délicatesse. Bon, c'est que le début, hein, de ce genre de choses. Après, par contre, LeBron James réagit avec toute la puissance qu'il caractérise. Hop là. On reprend ici, blam, le rebond, et on la colle dans le cercle. Bam Adebayo. Ouais, c'est des vrais choix au final, hein, de jouer avec Bam, qui n'est pas si grand que ça, et d'en faire vraiment le pivot titulaire. Ça veut dire qu'on gagne certaines choses, mais on en perd d'autres, hein. Bon, à voir. À voir un petit peu la manière dont ça se passera. On arrive à trouver de l'adresse extérieure, voilà, en ce début de troisième quart-temps, ce qui fait qu'on fait un vrai petit écart. Ici, le Eurostep assez somptueux, signé Jason Tatum. Des défenses, encore une fois, assez courageuses. Ici, c'est Dorian Finney-Smith. Mais il y a un moment donné où les Lakers vont eux aussi avoir leur petit moment d'adresse. D'Angelo Russell leur permet un petit rapproché. Alors que ici, voilà, on joue bien l'angle 0 avec Finney-Smith. C'est vraiment son spot, hein. Lui, il ne faut pas lui demander de shooter dans certaines conditions. Il faut plutôt lui demander d'être à 0 degré ou peut-être à 45. Mais voilà, les pieds dans le ciment. Et voilà, comme vous le voyez, ça revient en début de quatrième quart. Mes remplaçants n'ont pas été à la hauteur des remplaçants du côté des Lakers. Donc vraiment une différence de qualité de banc qui est assez claire. Et on se retrouve du coup mené. LeBron James, bien défendu, heureusement. Et il faut absolument revenir parce que en fait on est en passe de perdre ce match. Hop là, encore un Eurostep pour Jason Tatum qui vient comme ça glisser la balle contre la planche. Égalité, 1 minute 30 à jouer. Oh là là, Robert Williams qui s'est pris une rejection
assez somptueuse. Après, voilà, c'est bien d'avoir Tatum, Doncic en porteur de balle. Ça permet d'avoir pas mal d'options. On peut appeler comme ça des écrans. Ici, voilà, un joli shoot, même s'il est, il est dévissé. J'essaie de leur donner évidemment un max de responsabilité, sans blague. Et on continue heureusement à contester les tentatives adverses. Les Lakers sont un peu en panne sèche. Mais le problème, c'est que nous aussi, on est en inefficacité. À ce moment-là, on va attendre que voilà, Isaac vienne poser. Tatum qui va tenter à son tour, non. Et voilà, une action complètement où j'ai vomi le ballon et où derrière on prend 2 points. Très très facile pour les Lakers. Là, c'était vraiment un mauvais scénario et c'était excessivement mal joué. Allez, balle à Derrick Rose. On doit pouvoir proposer quelque chose. Écran d'Adebayo qui, hop là, récupère derrière la balle. Joli service de D-Rose pour, a priori, nous envoyer peut-être en prolongation. J'ajuste Isaac sur LeBron James parce qu'il y a quand même une balle à défendre. Et il va falloir faire attention. D'ailleurs, ça a super bien marché. Hein. Isaac n'était pas du tout sur LeBron. Heureusement, derrière, Randall qui avait récupéré la balle met le pied en touche. Et on a encore une balle pour gagner ce match. Il reste 1 seconde et 3 dixièmes. Jason Tatum. Oh là là, dommage. Et on va en prolongation. Prolongation sur déjà le premier match de la saison. Ça promet. Et là, sur la prolongation, on va essayer d'être un peu sérieux. Parce que je trouve que j'ai été assez négligent. Notamment aussi sur la facilité des points accordés à Festus Ezeli. Ou à Wendell Carter ou Robert Williams. Qui sont les autres pivots de ces Lakers. Donc, pas une très belle prestation défensive, surtout à l'intérieur, où je décèle quand même qu'on a pas mal de faiblesses. Allez, LeBron, bien défendu. Doncic qui essaie de bloquer la pénétration de Drew, qui le force à un shoot pas facile. Et heureusement, faute de Randall à l'opposé du ballon, sinon le rebond offensif, il nous était encore confisqué. On a souffert. Ils ont de meilleurs rebondeurs globalement. C'est un match compliqué pour nous. Luka Doncic qui nous libère un petit peu plus tard avec 3 points. Et D-Rose qui va essayer ici lui aussi d'apporter sa contribution. Voyons les contrées. Il y a toujours qu'un point d'écart. Les Lakers peuvent repasser devant. Attention. D'Angelo qui a la balle. Donne la balle à LeBron. Voilà, bravo. Et LeBron qui tente son joli move en se reculant. Mais Luke Walton l'a compris. Ça sent mauvais. Le panier a été raté. Derrière, c'est Luka Doncic qui a l'opportunité de mettre quelques lancers francs pour nous mettre, on va dire, à l'abri de la défaite déjà. Et puis plus tard, le prochain shoot, les prochaines actions des Lakers seront ratées. Et ce sera Bam Adebayo qui aura le privilège de clore le score pour une victoire ici du côté de Los Angeles. Pour le premier match, on s'impose face à une équipe, on ne sait pas. Je ne sais pas quel peut être le destin de ces Lakers-là. Est-ce que il faut aller bouger et chercher quelqu'un de très fort à côté de LeBron James? Ou est-ce que ça peut marcher avec cette équipe? Moi, ça a toujours été un what-if absolu. C'est pour moi, est-ce qu'il fallait aller chercher Anthony Davis? Je parle évidemment hors titre de la bulle de 2020. Mais à part ça, honnêtement, voilà, je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi, ça m'a jamais épaté. L'association, j'ai toujours des blessures, tout ça. On fait un bon match à l'arrivée, on est solide, mais pas géniaux, quoi. Hein, on fait vraiment rien de particulier. Tatum aura été à son niveau. Doncic aura planté les 2-3 paniers qu'il fallait au moment clé, même s'il a été un peu en échec à 3 points. Il fait quand même un joli carton d'entrée pour son arrivée en NBA. Puis j'ai surtout beaucoup d'interrogations. Je suis pas content de l'équilibre de l'équipe.
Je suis pas content non plus de ma rotation avancée. Je trouve que il y a vraiment mieux à faire à ce moment-là. Du coup, je décide de trancher un peu dans le vif et de faire plutôt, de donner à D-Rose un statut de sortie de banc. Il va peut-être contribuer davantage. Je demande à Terence Ross d'assurer une partie des minutes essentielles, que ce soit au début ou à la toute fin du match. Puis j'ai aussi mis Bogut un tout petit peu de côté. Andrew Bogut de côté. Et on va essayer de voir ce que peut nous amener quelqu'un comme Hibbert, malgré son grand âge, si j'ose dire. Mais en même temps, Bogut aussi. Hein, on est un peu à court de solutions. Et alors là, virage à 180 degrés, pardon. Ici, virage terriblement important pour moi. J'ai toujours joué au timing de shoot et je passe au potentiel réel. Voilà. Révolution absolue. Dans mon cas, ça fait depuis que je joue à NBA 2K que je joue au timing de shoot. Je tente le pourcentage réel, je fais confiance à ceux qui me l'ont conseillé. Et puis en plus, c'est bien parce qu'il y a moyen de profiter de ce début de saison pour s'acclimater à comme ça quelques petits changements. Notamment Kings de Sacramento qu'on va visiter ici. Et il y a aussi autre chose que je commence un petit peu à essayer de m'approprier, c'est les organisations tactiques qu'on avait. J'avais pas l'habitude d'utiliser le côté offensif. Là, par exemple, je vais jouer en démarquer les shooters, et puis on va regarder de quelle façon est-ce que ça se comporte. Donc voilà, j'ai décidé de découvrir un peu des choses que je ne fais jamais. Puis on verra bien, sûrement des trucs positifs qui en sortiront. C'est parti. Donc, Bam remporte l'entre-deux face à DeAndre Jordan. Et les Kings, c'est une équipe qui a été un petit peu pillée, je dirais. En tout cas, elle a clairement entamé une reconstruction à l'été 2018, en l'occurrence, dans cette partie. Donc, on se retrouve a priori sur un match qu'on est censé gagner avec voilà, des petites actions ici et là. On ramène Bam pour hop là essayer d'aller comme ça avec Jason Tatum pour marquer quelques points au bon moment, parce qu'en fait c'est assez serré. On a tendance à se faire un petit peu embêter, notamment à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment le secteur intérieur de mon équipe qui se fait malmener, et c'est aussi le secteur intérieur de Sacramento qui brille, notamment ce Henderson. Voilà. Lui, il me fait vraiment du mal. DeAndre Jordan en fait aussi, hein, mais vraiment, voilà, vous voyez, il a la balle là. Hop là, il se régale, il reprend le rebond, il provoque des fautes. On est, je dirais, face à Finney-Smith, d'accord, mais grosso modo, ça vient confirmer cette malheureuse impression que j'ai, qui est qu'on est un peu juste en effectif, quoi. Donc j'essaie, moi, de conserver cette ossature. J'ai pas envie de bouger mes joueurs. Je suis assez content, en fait, de jouer un peu avec les mêmes et de pas tout chambouler. Ça me va totalement. Bien joué Luka, qui va parachever un petit peu notre œuvre du jour. Mais voilà, je trouve que ce serait dommage de commencer à changer l'effectif chaque année et puis à faire trop de bouleversements. C'est pour ça qu'en fait, j'essaie de tenir le coup, mais au fond de moi, je sais bien que non, on va pas y couper. Il y a un moment donné où peut-être pour pouvoir viser un petit peu plus haut cette saison, c'est-à-dire minimum demi-finale de conférence Ouest, il y a un moment donné, il va falloir aller sur quelques trades. Ou alors au moins un seul. On a une belle shooting chart, je trouve. Voilà, celle-là est très jolie. Ça prouve qu'on a appliqué les principes
du basket moderne, à savoir, soit tu marques de près, soit tu tentes à 3 points. En face, Collins a été bien embêté. Il y a vraiment ce Henderson là qui m'a posé problème. Et puis, mention à nos shooters, notamment, hein, qui auront bien tenu leur rang sur ce match-là. Donc je continue un petit peu à expérimenter les mêmes choses face aux Memphis Grizzlies. Donc, je disais, on avait un début de saison qui était relativement tranquille, à part les Lakers et puis à part les Rockets qu'on va avoir dans quelques matchs. Relativement tranquille début de saison qui permet d'essayer des choses et de s'habituer manette en main à certaines comment dirais-je, stratégies du jeu, voilà, et donc voir ce qu'on est capable de faire. Il faudrait tester, se démarquer les shooters, mais il me plaît bien déjà. Je trouve que c'est assez intéressant. Et allez, d'entrée de jeu, hop la balle à Luka sur l'aile, qui sert John Isaac pour une contre-attaque suite à un bon ballon bien pris au rebond. Peut-être ajuster mes options rebond, mais peut-être ça passera quand même par un joueur un peu plus solide dedans, derrière Bam Adebayo. On va voir. En tout cas, ces Grizzlies sont amusants parce qu'ils sont un petit peu d'un autre âge, avec finalement all-in sur Zach Randolph, parce que Conley n'est plus là, Gasol n'est plus là, donc forcément on est sur une autre ère, hein, pour eux, et pour autant ils sont quand même un petit peu embêtants à un moment donné. Ils ont toujours ce contrat terriblement toxique de Chandler Parsons, bon, Zibo, regardez, hop, il embête bien Jonathan Isaac, qui pourtant est sacrément physique, mais voilà. Et c'est comme ça que ils sont quasiment à notre hauteur au bout de 2 quarts-temps. Donc attention à pas non plus tout gâcher par un match un peu mauvais. Allez, regardez celui-là, je l'aime bien. Action, dos au panier. Jay Tatum qui va, hop là, jouer. Je crois que c'est mon premier panier de la sorte cette saison sur NBA 2K. C'est très joli, je trouve, d'arriver à marquer ces paniers-là. Après, on va pas se mentir, c'est bien aidé par la classe et le talent de Jason Tatum, hein. Voilà, des petites actions défensives ensuite, voilà, qui vont être la clé pour prendre un peu le large dans ce match. J'aime bien cette action. Regardez, je vais venir mettre un box-out sur Zach Randolph. Voilà, vous le voyez, à tel point qu'il va pousser Tatum, il va se mettre à la faute. Finalement, celle-là, elle était vraiment bien provoquée, bien vendue par JT. Et toujours Zach, hop là, Randolph, qui cette fois-ci est contré par Roy Hibbert. Quel colosse, ce Hibbert, hein. Il est vraiment incroyablement grand. Il prend une place immense avec des épaules de déménageur plus. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et Luka qui sort de sa boîte quand il faut pour piquer. Voilà, écran d'Isaac. Hop là, on la joue facile, main droite, l'air de rien. Donc c'est encore une fois pas facile, mais en tout cas bien maîtrisé avec la qualité de nos joueurs qui est quand même assez supérieure à ce qu'on avait en face. Donc maintenant qu'on constate qu'au rebond on souffre, j'aimerais voir ce qui se passe en simulation. Donc il faut avancer de quelques matchs. Vous voyez, on s'est fait ouvrir en deux, hein, au rebond. Heureusement que derrière nous on avait l'adresse, on avait quelques petites qualités autres, mais sinon on souffre. Et je crois que le rebond quand même dans ce jeu est très très important.
Au-delà d'être important dans le basket, bien sûr, mais c'est très important le rebond sur NBA 2K. Et si vous prenez pas un bon, un bon pourcentage, on va dire, de vos rebonds défensifs au minimum, ça fait quand même la diff. Alors dans la foulée, victoire du côté des Hawks. Un peu en reconstruction, faut l'admettre, c'est Atlanta Hawks. En revanche, il y a une équipe qui essaie de résister et qui s'accroche bien et qui ne bascule pas vers la reconstruction, c'est les Trail Blazers de Portland. Et on rentre pour les dernières minutes avec ici Adebayo qui nous met à égalité. Voilà, c'est bien. Et derrière, balle à Damian Lillard. Un petit peu plus d'une minute restante. CJ McCollum est blessé. C'est pas, il n'a pas été transféré. Il est juste blessé. Donc Lillard n'a pas son compère du duo que l'on connaît de ces années-là. Et il faut faire gaffe. Ils sont à +2. Il reste moins d'une minute. Balle à Luka. Écran. Hop là, il vient poser, comme on l'a déjà vu, à une main contre la planche. Ça a l'air tellement facile avec Doncic. Ça l'est aussi, par moment. Donc voilà, ça fait plaisir. On boude pas notre bonheur. Allez, très très bonne action. C'était un peu forcé par Lillard. Derrière, JT qui garde la balle. Regardez, personne... Bah alors ok, on va shooter. On va shooter puisque personne ne vient. Donc la défense ici de Portland est coupable de passivité et JT lui a sanctionné. Donc on est déjà, vous voyez, c'est les premiers matchs, mais c'est les premiers matchs du duo Doncic-Tatum, mais déjà on sent venir ce qui fera peut-être gagner cette équipe, soit cette année, soit au cours des années suivantes. C'est cette association quand même magique avec deux joueurs un peu hors normes, faut quand même l'admettre. Puis la fin ne sera qu'une petite occasion de s'entraîner au lancer franc dans le fall game. Le panier qu'il fallait marquer, c'est Tatum qui l'a marqué. Et c'était suite à cette belle défense. Voilà, Luka vient poser 2 lancers francs. Derrière, ça va shooter. Et ça va pas marquer. Voilà, rebond pris. Hop là. Faute immédiate pour couper le chrono. Bon, c'était déjà fichu, mais bon, ok. Et Tatum commence à avoir son timing de lancer franc de mieux en mieux en main à JT. Vous avez vu, j'ai laissé les lancers francs quand même en jauge de tir, alors que les autres, je les ai basculés, je vous l'ai montré tout à l'heure, sur du pourcentage au tir réel. Lillard aura marqué 40 points, mais ça ne suffit pas. Et on avance. On retrouve ces mêmes Trailblazers quelques jours plus tard pour une victoire, là encore, de 10 points. Et dans la foulée, croise le chemin des Clippers qui, sont eux aussi en difficulté. C'est amusant en fait, on croise pas mal d'équipes en difficulté, en reconstruction, donc en tout début de saison, mais je peux vous avouer que il y en a pas beaucoup plus que celles qu'on a vues. Donc après, il y aura des confrontations plus difficiles, et notamment celles avec nos bourreaux de l'an passé, à savoir les Houston Rockets de James Harden. Donc, bon début pour Houston, meilleur début pour Dallas grâce à un calendrier très favorable et pour nous une opposition très difficile. Ils ont Dwight Howard, ils ont Javel McGee et Clint Capella qui sort du banc, donc c'est pas facile dans le secteur intérieur. Vous allez voir qu'une bonne partie de ce match, ils vont jouer finalement à 2 pivots. Et quelque part, ça nous fait un mal de chien au niveau du rebond.
Alors on arrive comme ça à un peu faire illusion au départ, mais on se retrouve quand même assez rapidement sur des séquences où Houston prend de nombreux rebonds offensifs et où on n'arrive pas à réagir. J'ai beau tenter de me battre, ça donne ce genre d'action-là, conclu ici par Capella de manière spectaculaire, et on est très 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 dominé au rebond. Heureusement qu'il y a des petites combinaisons, mais même là, on se fait quand même bien embêter, c'est bien défendu. Et oui, Gordon, voilà, avec un peu de chance, qui permet aux Rockets de se détacher. Ils sont à plus 8. Et regardez, bla, très bien joué, Trevor Booker, qui nous sanctionne à l'intérieur, là où on est faible. Et puis, comme par hasard, le petit résumé de mi-temps, là, il met bien en lumière le fait qu'on a été mangé au rebond. On prend même pas 50% de nos rebonds défensifs disponibles. C'est pour dire. Donc, il va falloir réagir, et ça commence plutôt mieux en deuxième mi-temps avec ici un rebond autoritaire de Roy Hibbert. Et puis là, ah oui, c'est vrai que si les mecs montent pas sur nous, on peut shooter, hein, par contre. Il n'y a pas de problème. On a de quoi shooter. James Harden, quand même, très bien défendu ici. C'était Terrence Ross, hein, qui se bat comme un beau diable. C'est pas quelqu'un qui a été vraiment connu pour sa défense, T-Ross. Mais bon, derrière, JT, c'est bon les gars, laissez-le shooter, il n'y a pas de problème. On va pas se gêner si vous serrez pas un peu. Et on passe enfin en tête quelques courtes secondes dans ce match, puisque James Harden va tout de suite remettre les choses en place. Heureusement qu'il est maladroit à 3 points aujourd'hui. Sinon, je pense qu'on aurait pris un bouillon pas possible ici. Regardez-moi, très joli. Très joliment joué. Dwight Howard, c'est fin. Et c'est magnifique. Harden, toujours en échec. Toujours du rebond. Toujours Capella, cette fois, qui remet dedans. Et on continue à souffrir. Il va falloir que notre adresse vienne compenser l'énorme déficit de rebond. Luka Doncic, 1 mètre derrière la ligne à 3 points. Ici, très bien, trouve de l'adresse. Dans la foulée, Tatum, même type de situation. On a de nouveau retrouvé un peu d'adresse. Et regardez ici aussi, T-Ross qui va égaliser. Bon, on a réalisé quelques stops défensifs pour permettre ça, mais surtout on a concrétisé. Et ils ont le ballon de la gagne. Beverly qui ne rentre pas. On va donc aller en prolongation. C'est pas la première fois qu'on va en prolongation face à Houston, ce que je vous avais montré à l'épisode précédent, où on avait arraché le match 5 avant de se faire complètement manger au match 6 des playoffs au premier tour. Et là, par contre, la prolongation démarre bien. Et mini spoil va bien se passer. On va réussir à sécuriser des rebonds. On va réussir à passer quelques petites séquences, comme ici, le pick and fade pour John Isaac, signé Luka à la passe, et Beverly, attention, pas lui laisser, hop là, contré, très bien. Vous voyez, voilà, il force, il ferait mieux de donner la balle à Harden, il ferait mieux de mettre sur le terrain Eric Gordon, quitte à jouer petit. Il ferait mieux aussi de solliciter Trevor Ariza pour du shoot à l'angle 0, par exemple, à 0 degré. Et il y aura cette action un peu rigolote à la fin, où j'essaie de la conserver, où il y a une espèce de pressing, voire de semi-prise à 2, et qui va s'achever par, regardez ici, Luka, ça monte sur lui, derrière Adebayo qui trouve Isaac pour la délivrance. Voilà, c'est terminé. Match remporté face aux Rockets.
mais ça a quand même été très très douloureux. Et voilà, on a un peu remonté la pente au rebond, mais on est à 21-18 rien que sur les situations défensives. Ce qui est quand même un signal d'alerte incroyable pour dire que on va être obligé de bouger. Alors peut-être attendre encore un certain nombre de matchs, mais je serai obligé de faire quelque chose. On peut pas rester sans rebond. Et en plus, Bam Adebayo, avec toutes les qualités qu'il a, c'est pas non plus le rebondeur de l'ultime. Déjà aussi eu égard à sa taille. Hein. Donc voilà, on va être obligé de bouger. Et j'ai quelques idées. Comme par exemple, profiter de notre gros cap space restant pour aller absorber un contrat de type Tyson Chandler, qui apporterait pas mal de rebonds, et qui est pas du tout, on va dire, prédominant dans la rotation d'Indiana, donc il pourrait nous le lâcher. En plus, eux, ils libéreraient de la place sous le salary cap. Donc, il y aurait cette piste-là. Et après, par contre, ce que je veux absolument pas... Ouais, le pauvre Andrew Bogut qui se prend encore une blessure, le pauvre. Déjà qui joue moins cette saison, ça sent pas bon. Voilà, j'ai ces pistes-là de Chandler, elle est vive, celle-là. Il y aurait Javel McGee aussi, si je veux comme ça aller renforcer la rotation derrière Adebayo. Donc sur les deux pistes pour lesquelles j'aurais juste un tour de draft, pas du tout de la pire importance à débourser. Donc ça peut être une dépense qui peut être faite. Et puis sinon, il faut réfléchir à la rotation sur le poste 4, par exemple. Là aussi, je suis à la merci d'une blessure de John Isaac, alors qu'on voit que D-Rose continue à s'éclater dans ce début de saison où on empile les victoires, ça devient même indécent. Début de saison incroyable pour ces Mavericks de l'ère Tatum Doncic. Encore une victoire, cette fois à l'arraché, malgré un bon Devin Booker du côté de Phoenix. Et voilà, on enchaîne, ça fait déjà 13 victoires. Et là, on croise la route des Spurs. Alors, les Spurs, faire une confidence, mais ceux qui me suivent depuis un petit temps le savent. Les Spurs de cette époque-là, c'est une des équipes que j'ai le plus aimé. Et qui était pour autant... Ah tiens, on a la réponse pour Dirk Nowitzki. Sa bannière est au plafond. Voilà, en passant, à noter. Tiens, on voit Udoka à côté de Greg Popovich. Ouais, donc les Spurs de cette époque-là, c'est un des pires what-if pour moi de ces 10 dernières années, par exemple. Puisque Kawhi Leonard et ses problèmes de genoux à l'époque, souvenez-vous, franchement, ça avait été terrible ce départ vers Toronto avec une contrepartie qui, quoi qu'on en pense, n'aura quand même pas été spécialement géniale, hein, parce que à aucun moment DeMar DeRozan n'a pu hop là, regardez, hop là, on se jette, on se croirait en playoff, Luka qui se jette pour aller récupérer le ballon. Donc voilà, gros what if. J'étais un immense fan de LaMarcus Aldridge et que dire de ce jeune Dejounte Murray en renommée ascendante, quoi, qui m'a tellement plu et qui me plaît toujours encore. Donc on réalise un début de match assez solide face à cette équipe qui est quand même pas vilaine. Elle s'est renforcée avec l'éclatement des Cavaliers. Elle s'est renforcée avec Tristan Thompson au poste 5. Ça tombe bien, il leur manquait vraiment quelqu'un capable de venir prendre du rebond, de dissuader et ne pas laisser tout ce sale boulot à LaMarcus Aldridge. Ici, c'est rigolo. On arrive à planter en contre-attaque 3 points signé Dorian Finney-Smith. Et après, on va dire, check vidéo, le panier va être accordé car le ballon a quitté les mains juste avant la fin du temps. Derrière, Jason Tatum se balade dans la défense. Honnêtement, il fait un festival. L'attaque des Spurs souffre
énormément face à notre défense. En fait, on a un immense Adebayo qui, et là, c'est Doncic avec la faute, Greg Popovich n'en peut plus. On a un immense Adebayo sur ce match, on a un John Isaac très très solide. En fait, ils sont tous les deux un peu, j'en parlerai un peu après, mais ce serait, si j'avais un peu un poste 4 idéal sur la NBA moderne, ce serait un Jonathan Isaac qu'on va avoir dans cette partie, je pense, et qu'on a déjà par bribes, quoi. C'est-à-dire un mec hyper athlétique, d'une dureté. Hop là, on s'amuse avec Kawhi. Voilà. C'était pas mal ça, signé Tatum encore. Le mec super dur, super long, grosse envergure. Tout ce qu'il y a en fait pour résister aux plus grandes stars adverses, type LeBron, type Giannis. Allez, encore un panier in your face là de Tony Parker. Signé Doncic. C'est un beau match pour moi. C'est un très très bon match. On arrive à dissuader tant et plus. On a fait énormément souffrir Aldridge et l'ami Kawhi. Donc voilà, vraiment Dorian Finney-Smith qui commence à ressembler à quelque chose, faut quand même le dire. À 77 d'overall, il est vraiment devenu un très très bon 3&D. Ce qu'on a connu ensuite après à Dallas avant qu'il ne soit transféré. Souvenez-vous, du côté de Brooklyn, DeJounte Murray face à T. Ross qui force le shoot. Et j'ai été content aussi de voir Roy Hibbert prendre pas mal de rebonds. Ça, c'est des petites choses qui me laissent espérer pouvoir aller au bout. Tiens, on va donner la balle à Luka. Voilà. Parce que Tatum, il était face au marquage assez collant de Kawhi Leonard. Et là, hop là, Adebayo sur la passe, limite no-look pass de Luka Doncic. Voilà, on se régale. On a vraiment ici l'occasion de donner libre cours à tout ce qui peut être talent offensif des deux jeunes stars de cette équipe. Là encore, on va appeler un écran, pénétrer. Hop là. C'était peut-être une sorte de statement game pour moi, là, dans cette saison 3, que cette victoire face aux Spurs. Quand même une belle équipe, à qui il manque peut-être un ou deux joueurs pour être vraiment meilleur. San Antonio, là, dans la partie, mais qui est quand même pas mal du tout. Et nous, en face, on continue à voir, je dirais, la croissance de notre collectif, quoi, la montée en puissance, si on veut. Et Tatum, par exemple, aura bien remporté son duel face à Kawhi Leonard. Donc, une belle opération. 50 points pour notre duo majeur. Et en face, des pourcentages catastrophiques. 8 sur 32 cumulés avec l'extrapolation. Dans la foulée, on affronte le Heat. Heat qui a un peu bougé à l'été précédent et qui a notamment réussi à récupérer Kyrie Irving. Mais malheureusement, pour cette fin de match, Irving n'est pas sur le terrain. Regardez Ntilikina. Waouh! Ntilikina qui se prend un contre stratosphérique de John Isaac. Et oui, voilà. C'est ça la version John Isaac, si vous voulez, que j'aime et que je pense qu'on aurait pu avoir si ce dernier ne s'était pas avéré si fragile, en un sens. C'est-à-dire capable de tenir tête à tout un tas de types de joueurs au poste 4 ou au poste 3 et en même temps avec ce côté 3&D et puis hyper athlétique pour conclure. Oh là là, Jason Tatum qui nous régale ici. Et en fait, en 3 actions, cette entrée en jeu sera pliée. Isaac qui décale, Tatum à 3 points, voilà. N'en jetez plus. La petite entrée en jeu n'a pas duré bien longtemps. C'était juste pour vérifier qu'on avait encore un peu de chaleur sur la manette et que Tatum et Doncic étaient bien là. C'est le cas. Ça se passe pas très bien pour ce Miami Heat. Pourtant, regardez Nico Batum, même en sortie de banc,
Ils ont réussi à récupérer Mo Bamba, qui venait d'être drafté là à l'été 2018. C'est une équipe prometteuse. Enfin, si elles ne volent pas en éclats à cause par exemple, la non-reconduction du contrat d'Irving, si il ne souhaite pas prolonger là-bas. On verra bien ça à l'été 2019. Je le montrerai au moment de la free agency. On enchaîne avec une 16e victoire, mais qu'est-ce qui se passe? 17e victoire, on est sur une autre planète. À ce stade-là, le trio Porter, Oubre, Bill n'aura pas pesé bien lourd face à un Jason Tatum des grands soirs à 30 points. Les Mavs ne sont pas ridicules. À l'Est, mais bon, toute proportion gardée, quoi. Ça reste quand même assez loin du niveau de mes Mavericks. Derrick Rose continue à planter ses points. Il a peut-être une vocation à être 6e homme de l'année en cette saison 2018-2019. C'est pour ça que je le fais sortir du banc. C'est parce que je vise un peu ce trophée pour lui. Et on a de nouveau battu les Spurs avec un énorme T-Ross. Ok, ça fait 19 victoires. On recroise la route des Wizards pour une issue similaire à la précédente, c'est-à-dire victoire, mais quand même assez serrée, avec un grand Luka Doncic, mais encore du bon T-Ross en sortie de banc. Ah non, c'est vrai, je l'ai titularisé, pardon. Bradley Beal et Otto Porter n'auront pas suffi, ce qui fait qu'on se retrouve à 20 victoires d'affilée en ce début de 3e saison. Ça choque un peu, les 20 victoires d'affilée, mais on a eu quand même aussi pas mal d'adversaires qui sont en reconstruction. Il y a au moins une dizaine de matchs qu'on prend très très facilement parce qu'on est face à des équipes qui ont un autre projet que le nôtre, en tout cas moins avancé. Les Denver Nuggets sont 2e à ce stade-là, c'est très serré avec Minnesota. À noter la belle perf des Pelicans à ce stade-là, même des Grizzlies, pour dire un effectif un peu affaibli. Par contre, contre-perf de certaines équipes comme les Suns, pourtant belle équipe sur le papier, les Blazers même, qui sont pas du tout en reconstruction, ils ont encore tous les gros contrats, et le Thunder, qui est aussi proche de l'accident industriel, avec déjà une saison précédente qui avait été ratée. Bon, c'est bizarre. C'est bizarre que autour de Russ West, on n'ait pas grand-chose qui se passe de positif. Sinon, mais j'en avais déjà parlé, c'est peut-être une histoire de spacing en fait. Bon, on affronte justement ce Thunder, on le bat hélas à plat de couture, on enchaîne et on arrive à un moment où ça va basculer. Alors, ça va pas basculer au moment d'aller superviser la classe de draft 2019. Moi, je vais aller juste superviser tout le monde. Ja Morant, Zion, RJ Barrett, etc. etc. J'ai mes petits chouchous, pas forcément dans les premières places pour cette draft-là. J'ai quelques petites idées en tête, mais en fait, j'irai surtout... là, je fonctionnerai plus tellement au talent pur, mais plutôt en termes de besoin de l'équipe. J'ai déjà des pistes, et en fait, on n'a même pas besoin de drafter très haut pour avoir satisfaction. Donc là aussi, c'est pareil, il faudra travailler un petit peu les choix de draft au moment venu, parce que on est en possession des Knicks top 10 protégés, des Clippers loterie protégés, donc celui-là, on l'aura pas, parce qu'ils sont très très mal, les Clippers. Les Knicks, à la limite, peut-être qu'on grattera 11e, 12e, 13e choix, peut-être. Puis on a notre tour à nous. Et bon, celui-là, il va pas être génial. Ce sera une fin de premier tour, probablement. Vous avez vu, ça y est, on a perdu un match. Perdu face aux Chicago Bulls de Jimmy Butler, avec un plus-minus absolument calamiteux pour D-Rose et Finney-Smith en sortie de banc. Et puis surtout une performance offensive assez indigne. Donc voilà, on a perdu, il fallait bien que ça arrive à un moment donné. On est tombé face à une équipe quand même relativement défensive, autour de Jimmy Butler, avec la récupération de Chris Dunn, avec Bobby Portis, avec le petit pivot, je l'ai oublié déjà lui,
Allen, hein, Jarrett Allen, enfin bref, voilà. Dans la foulée, victoire à la Pyrrhus face aux Celtics, puisqu'on va perdre pour une grosse blessure à la jambe gauche, Jonathan Isaac. Et là, ça fait mal au crâne, parce que perdre John Isaac, ça signifie, là, en l'absence de Nowitzki, je suis désolé d'en reparler, mais c'est quand même un événement majeur de la toute fin de l'intersaison sur lequel j'ai pas pu agir. Ça veut dire obligation d'aller demander à Tatum de jouer uniquement poste 4. Vous allez me dire, moi, mais il est capable, il n'y a pas de problème. Tatum, tu peux le faire jouer 4. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il est pas loin de le faire une bonne partie du temps, en tout cas. C'est vrai. Mais sauf que là, derrière, j'ai pas la profondeur nécessaire. Et on va titulariser Finney-Smith. Ça, j'ai pas de problème, parce que ça, c'est en train de devenir un très bon joueur. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Donner plus de minutes à Malik Monk. Et puis aussi donner les minutes qu'il mérite à Terrence Ross. J'ai même pas besoin de faire appel à Sean Livingston et Aaron Aflalo. Et je bascule quand même un peu mes minutes de pivot sortie de banc sur Andrew Bogut, même si j'ai l'impression qu'en cette saison 3, ça fonctionne mieux avec Hibbert qu'avec Bogut. Mais je veux quand même tester. Vous allez me dire, c'est pas le meilleur moment pour tester quand t'as pas Jonathan Isaac au poste 4. C'est pas faux, ça me vient maintenant, mais sur le moment, j'y ai pas pensé. Défaite cinglante à domicile face aux Raptors. Bon, ils sont bons les Raptors, hein. C'est équivalent top 5 de l'Est en termes de valeur dans cette saison-là. On prend une tôle du côté de San Francisco face aux Warriors avec un excellent Kevin Durant, un très bon Steph Curry. Bon, il faut l'accepter. Et ce qui est un peu plus humiliant, c'est que dans la foulée, on va aussi se prendre une jolie défaite du côté, face aux Grizzlies, avec notamment un Zibo de gala. On n'est pas surpris là non plus que Zibo se régale quand Jonathan Isaac n'est pas là, puisque Isaac, c'est notamment quelqu'un qui a vocation à stopper ce type de joueur-là. Rockets, on a pris dans la foulée. Clippers, on prend, mais de très très peu, la victoire, avec, une jolie performance pour Dorian Finney-Smith. Et puis après, on a la joie de retrouver l'ami Isaac, franchement plutôt que prévu. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Les blessures qui durent 6 à 8 semaines, en fait, elles durent 3 semaines. Hein. Donc c'est étrange, c'est très étrange. J'ai pourtant pas touché aux sliders à ce niveau-là, mais bon, pourquoi pas. Et je reviens donc à ma rotation de base. Il n'y a aucune raison d'en changer, si ce n'est de maintenir la confiance à Andrew Bogut, mais on remettra Hibbert dans la boucle dans pas très longtemps. C'est les résultats qui nous diront un petit peu ce qu'on va faire. Et notamment si on doit bouger, et surtout à quel moment. Après, de toute façon, il y a une deadline, le 7 février, je crois, 2019, j'ai regardé. Donc il va falloir évidemment se décider avant ce moment-là. Bon, on perd face aux Timberwolves, emmené par un joli trio, Lavine, Towns et Wiggins. Donc c'est plutôt logique de subir cela. Après, on bat les Bulls, qui sont plutôt pas mal. Ils font une belle saison, les Bulls. Ils sont à 2 tiers de victoire et 1 tiers de défaite, dans le sillage d'un excellent Jimmy Butler, mais il nous avait infligé notre première défaite quelques semaines auparavant. On se venge un petit peu. On bat les Warriors de manière plus nette. Et puis là, évidemment, voilà, regardez, 32 points de Doncic, c'est pas mal. Avec déjà des performances au-dessus des 30 points pour Luka. Et puis là, je vais jouer le match contre les Timberwolves. Parce que on a perdu le précédent. Et j'ai envie de voir ce qu'on est en train de faire. Et si finalement, comme c'est un rival top 4 à l'ouest, est-ce qu'on est capable de les taper, ou est-ce que vraiment on n'a pas la solution face à ces Wolves? Ils ont Ricky Rubio et Tyus Jones à la main. Donc c'est pas mal.
comprend qu'ils se soient débarrassés de Chris Dunn, puisqu'ils ont déjà une belle rotation au-dessus de 80 avec ces deux joueurs-là. Terrence Ross est en pleine bourre. Sur les 5 derniers matchs, il shoot au-dessus de 55% à 3 points. Et on va essayer peut-être d'en profiter, hein, qui sait. Allez, entre deux pour Bam Adebayo, la balle à Luka. Et puis, très rapidement, on s'apercevra d'un excellent Andrew Wiggins, dans le sillage de ce qu'on a vu en fait aperçu sur la simulation d'avant, où on avait perdu, hein, un Zach LaVine qui profite d'un bel écran de Trey Lyles pour artiller à 3 points, et puis après, on rentre aussi, nous, dans le rythme, et notamment pour ce qui est de profiter des ballons de transition, avec Jason Tatum à peu près inarrêtable sur ce type de situation. Bravo Andrew Bogut pour la dissuasion sur le 4. Karl Anthony Towns, pas encore très illustré. Ballon volé par Doncic. Il est énorme ce Doncic. Il vole même des ballons. Derrière, hop là, la conclusion en contre-attaque pour prendre 6 points d'avance. Jonathan Isaac, jamais le dernier, hein, pour le trailer, quand il s'agit de faire preuve comme ça de qualité athlétique et de violence à la finition. Il est jamais le dernier. Adebayo qui trouve Doncic, swish. Voilà, donc en fait, ce qui est rigolo, c'est que le Slovène a tendance à se montrer discret par moment, puis après, à d'autres moments, il sort de sa boîte et il plie les matchs, quoi. Donc c'est assez violent. J'ai été ensuite chercher quelques fautes en attaquant le cercle, parce que la dissuasion des Timberwolves n'est pas non plus le point fort, hein, de cette équipe, clairement. Leur point fort, c'est plutôt l'offensive, et défensivement, un moyen d'arriver à les perturber, notamment faire prendre des fautes à Karl Anthony Towns. Vous voyez, offensivement, je disais, c'est showtime avec le alley-oop pour Andrew Wiggins, avec les multiples positions à 3 points, ici c'est dévissé, mais pour Zach LaVine. Et on a un ballon ici pour reprendre un peu d'avance. Voilà, Dorian Finney-Smith, très bien trouvé par Jason Tatum. Je voudrais qu'il progresse à la passe, Jason Tatum. Ici, j'ai raté le pick and fade pour John Isaac. Action un petit peu confuse. Hop là, interception. Finalement, Luka, quelle solution? Faute plus le panier pour Adebayo de nouveau sur une petite transition. Donc voilà, on est fort là-dessus, et ça, franchement, ça peut nous rapporter très très gros au moment des playoffs. Cette force sur transition, très très bien joué ici, Jones. On arrive à trouver des positions dans les temps faibles. Ici, c'est Gary Payton de Second qui met les 3 points. On a grosso modo une petite avance qui est toujours la même, hein. Ricky Rubio, bravo aussi à l'angle 0. Magnifique shoot. Mais les Timberwolves ne baissent absolument pas les bras. Donc, petit suspense quand même. Sauf que voilà, Luka, comme je vous le disais, toujours là pour calmer un peu les ardeurs de l'adversaire. Je prends quelques shoots semi-ouverts. Vous voyez, celui-là est dévissé. Mais surtout, Isaac se blesse sur cette action. Je fais faute immédiatement. C'est pour une fois Josh Smith. Et puis, tant mieux qu'on le voit un peu, qui va venir sur le parquet pour pallier l'absence du prodigieux athlète Isaac. Et derrière, un match peut-être un peu plus compliqué sans Jonathan Isaac sur la toute fin. T-Ross qui va au cercle, mais qui est bien contré physiquement, on va dire. Et un ballon pour revenir à une possession. Du côté des Wolves, on n'est pas bien organisé en défense, c'est compliqué. Towns va se jouer d'Adebayo, regardez, et lui dunker sur la tête. Et ça descend à 3 points, l'écart. J'ai des mecs fatigués, Ross, Adebayo, Finney-Smith. Donc on va mettre d'autres gars sur le terrain. Il ne faut pas hésiter à ce moment-là, même Roy Hibbert, hein, qui n'avait pas joué du match. Mais il est prêt. Et Luka, de nouveau, sort de sa boîte pour refermer le couvercle sur les Wolves. Enfin, ce sera définitif après cette action-là, où on va intercepter et pousser la balle à terre pour conclure par Malik Monk. Voilà, tout seul, c'est terminé. On prend ce match, et c'était un match rigolo à jouer, je peux vous le dire,
Peut-être pas aussi abouti que celui des Spurs que je vous ai proposé il y a un certain nombre de minutes, mais quand même un match assez satisfaisant. Où on a eu une adresse qui était ce qu'elle était, malheureusement, mais après, on a été pas dominé au rebond, on a été plutôt meilleur sur les interceptions et les contres. Voilà, il y a une domination. Je suis content aussi du choix des positions de shoot. Je commence à me discipliner un peu, c'est pas facile. Mais encore une fois, ce match, il bascule parce qu'on a un prodige nommé Doncic. Et voilà, quand on a un talent générationnel à la draft 2018, je pense que je me devais d'aller le chercher. Volonté ou pas de coller avec l'IRL, hein, c'est pas la question. C'est vraiment une histoire de talent disponible. Autant en 2019, je n'ai repéré personne qui me fasse vraiment envie. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bons joueurs, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec 2018, Tatum, et 2019, Doncic. Un petit point sur les classements à ce stade-là. On est en domination à 28 victoires, 5 défaites, mais les Denver Nuggets et les Los Angeles Lakers ne sont pas loin. Hein. Un petit peu plus loin, on trouve les Wolves, et puis après, ventre mou, Spurs, Warriors par exemple, et fond de classement avec le Jazz, les Suns et les Clippers qui se battent pour la dernière place. Très bien. On va rester sur ça pour le classement. Je proposerai des stats détaillés plus tard dans le prochain épisode et quand on aura un peu plus avancé la saison. Elles sont toujours intéressantes. Au niveau des stats individuels, Tatum en 33 minutes est à 20 points et 7 rebonds. C'est bien. Adebayo en double-double, environ 33 minutes par match également. Isaac fait un énorme boulot. De toute façon, on le sait, c'est pas les stats qui vont nous dire s'il est bon ou pas. Doncic, pas mal. 18-6-6 environ, pas mal du tout. T-Ross et Derrick Rose font le taf. Rien de nouveau, mais c'est le moment d'évoquer une question qui est comment on va bouger si on bouge. Donc vous voyez, je suis assez tiraillé, c'est pour ça que j'en parle depuis le début de saison et depuis la retraite de Nowitzki. J'ai plusieurs options, j'ai exploré pas mal de pistes. J'aurai la piste Siakam en sacrifiant le tour de draft des Clippers. Ça peut être une bonne chose de s'en débarrasser et de récupérer un joueur très intéressant. Après, est-ce qu'il ne peut pas y avoir embouteillage sur le moyen terme derrière Isaac qui va aller sur le banc, je vous le demande. Même chose avec Paul Millsap, pareil, le tour des Clippers, il intéresse énormément de gens, mais Millsap, c'est pareil, ça peut me poser des problèmes, donc peut-être je vais le prendre quand même, hein, mais voilà, je ne sais pas comment après je m'organise sur le moyen terme. Après, j'en ai déjà parlé, il y a le cas Tyson Chandler, qui lui par contre ne nous poserait aucun problème sur le moyen terme. Après un peu de négo avec les Pacers, qui sont rudes en affaires, c'est pour ça que j'ai monté un peu et j'ai accéléré, voilà, on va arriver à une contre-proposition qui me conviendrait. Joe Smith, Aaron Afflalo, plus le tour de New York, et en échange, on récupère le pick d'Indiana et Chandler plus un régène. Ça, c'est peut-être le trade auquel je pense le plus au niveau de la réalisation pour muscler mon intérieur. Celui aussi qui peut m'intéresser énormément, je l'ai aussi cité, c'est Javel McGee. Javel McGee, c'est quand même un bon profil dans notre situation. Cet intérieur qui va finalement faire le sale boulot. Je crois que c'est un peu ça, hein. Et pallier à une éventuelle indisponibilité d'Adebayo, parce qu'on n'en parle pas, mais Adebayo, à quel moment Adebayo ne va jamais se blesser? J'en sais rien, moi. Hein. Donc voilà, sauf que là, par contre, ça demande de sacrifier Malik Monk. Donc c'est pas pareil. Peut-être que ça peut faire réfléchir, mais on récupère Tucker. Donc, l'un dans l'autre, à court terme, c'est pas mal. À long terme, je sais pas. Sinon, j'ai aussi trouvé une possibilité autour de Aaron Gordon. Pareil, après négo, et Dieu sait s'il s'en passe des choses dans les négos, j'arrive à un équilibre. Josh Smith, Aaron Afflalo, plus 2 premiers tours contre Gordon et Rudy Gay. Mais là, c'est un peu embarrassant pour moi aussi, parce qu'en fait, ok, d'accord, le contrat de Gordon, on peut vivre avec, même s'il est conséquent. Rudy Gay, il est expirant, et puis il re-signera pour pas cher, peut-être. Mais surtout, j'ai un peu un embouteillage en termes de temps de jeu, si je fais ça. Donc, c'est compliqué, hein.
c'est compliqué de trouver un équilibre entre laisser de l'espace de développement à mes jeunes, et même à mes joueurs de banc, et quand même essayer de step up pour peut-être jouer un rôle plus important dans les playoffs. Hassan Whiteside fait aussi partie des possibilités, toujours le tour des Clippers qui intéresse cette fois-ci les Hornets. Lui, il a une option à 27, mais à la limite, on va le voir dans un instant, c'est pas très grave encore de se remplir le cap space, enfin de se le réduire du coup, pardon, de se réduire le cap space sur les 2 prochaines années, y compris celle en cours, ce serait pas très grave, parce que là on a de la place pour accueillir, et l'année d'après, on n'a pas d'énormes prolongations à signer à part Finney-Smith ou Gary Payton. Je compte sur les deux, hein, bien sûr. Ou les vétérans, ou Malik Monk, hein, quand même. Malik Monk va vouloir un salaire, hein, quand même. Hein. Mais on aura la possibilité de prolonger tous ces gens-là. C'est plutôt l'année d'après que bon, ça se stabilise. Et encore en 2021-22, là, par contre, ça peut exploser le cap space. On peut être à la rue en termes d'argent. Donc, je surveille ça aussi, mais je vois que sur les 2 prochaines années, j'ai pas mal de latitude. Voilà. Donc, quand même, mon objectif principal, c'est de rester autour de Derrick Rose, Gary Payton, Malik Monk si possible, Jason Tatum c'est sûr, Luka Doncic c'est certain, Isaac on ne discute pas, Finney-Smith j'adore, Tyros j'aime beaucoup, et Adebayo c'est quand même une des poutres du projet, et j'aime mes vieux, j'aime beaucoup mes vieux, Bogut et Hibbert, catégorie dans laquelle Derrick Rose ne tardera pas à rentrer d'ailleurs, et je pense le garder le plus longtemps possible. Voilà. Fin d'épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 5. À plus.